C'est très beau vu d'ici. Super. Eh ben, c'est bon, c'est fini. Moi, j'arrête de parler. Astrid, je te laisse la main. Merci, bonne soirée. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je suis Astrid Magnin. Je suis coordinatrice filière pour l'association chambérienne Enfin Réemploi. Il y a déjà un tiers du public qui sait qui je suis. C'est pas grave, je vais répéter. J'ai le plaisir de lancer ce soir cette première table ronde sur un sujet qui me tient à cœur. Je voudrais d'abord vous remercier pour votre contribution au Festival de la frugalité heureuse et créative. Et plus précisément pour votre présence ce soir. Au nom de l'association, je tiens aussi à remercier les bénévoles du collectif de la frugalité Auvergne-Rhône-Alpes qui nous ont permis d'intégrer cette table ronde au festival et d'orienter cette première soirée sur le réemploi, car nous développons la filière via une matériothèque depuis 3 ans déjà à Chambéry. Et nous nous sommes rendus compte lors de nos rencontres cette année que nous avions beaucoup de points communs. Je vous fais part du contenu de la soirée. Alors, nos 3 invités vont prendre la parole tour à tour. Je vous remercie de préparer vos questions pour la fin de leur intervention. Nous vous donnerons la parole après, du coup. Le réemploi est-il une solution frugale? Comment le réemploi change-t-il la façon de concevoir les projets? Le réemploi génère-t-il un nouveau paradigme en architecture? Je vous présente donc ce soir Philippe Madec, co-rédacteur du manifeste de la frugalité heureuse et créative, qui nous exposera son collectif et la philosophie associée à ce mouvement. Je vous présente aussi Pierre Bellirise, ancien professeur de l'ENSAG, l'école d'architecture de Grenoble, qui nous présentera ensuite l'aspect théorique du réemploi à travers un ouvrage qu'il a dirigé. Nous allons, après son intervention, diffuser un film, La deuxième vie d'une porte, réalisé par Aloïse Delédy, qui est ce soir proposé par la Maison de l'Architecture de Haute-Savoie. Je tiens à les remercier pour la prise en charge du coup des droits d'auteur. Et pour finir, Xavier Patriarche, co-gérant de l'agence Kayak Architecture et président de l'association Enfin Réemploi, qui nous décrira la mise en application du réemploi à travers l'architecture frugale. Alors, cet événement devait se dérouler à la matériothèque de Chambéry afin d'illustrer cette soirée. Et vous avez été tellement nombreux à vous inscrire qu'on a été obligé de pousser les murs. Alors, merci à tous. Je vois qu'il y a au moins 350 personnes capables de faire ce soir. Alors, après l'aspect théorique, je vous remercie de vous mettre en œuvre. On est là pour vous écouter et on sera à votre disposition pour échanger, pour vous faciliter toutes vos démarches de réemploi. Bonne soirée à tous. Bonsoir. C'est toujours joyeux de se retrouver le premier soir ici. C'est toujours étrange d'être dans une assemblée où tout le monde se sourit. Je ne sais pas si vous avez réalisé ça, il y a quand même quelque chose d'assez hors de l'ordinaire. Alors, je ne reste pas là-haut parce que je vais respecter les 15 minutes qui me sont données et pour ce faire, il faut que je fasse bouger l'ordinateur, sinon ça prend trop de temps. Et puis j'aime pas donner des ordres à celui qui doit manipuler l'ordinateur. Donc voilà. Donc vous avez compris, ma tâche là, c'est juste de rappeler la philosophie liée au mouvement de la frugalité heureuse et créative, et le réemploi va être illustré et débattu tout à l'heure. Alors la frugalité heureuse est créative, voilà, on peut changer les mots aussi simplement, mais est créative et heureuse, et pourquoi? Alors ça va être rapide, hein, mais ça, c'est pas des photos dystopiques, hein, c'est pas des photos d'aujourd'hui. C'est même pas des photos d'hier, c'est des photos d'avant-hier. Toutes ces photos-là, elles datent de l'année dernière. Ouragan, tempête de sable, élévation au niveau de la mer, sécheresse, feu, inondation. Et donc ça, c'est avec une température qui est à 1,8, plus 1,18 degrés, hein, plus 1,1 degré.
Vous le savez tous les soirs à la météo, on n'est pas arrivé au 1,5 degré. Sauf qu'on sait que 1,5 degré, c'est pas en 2100 maintenant, c'est en 2030. Et que donc en 2100, ce sera plus 1,5 degré, ce sera peut-être entre 2,4 et 2,8 degrés. Cette situation-là nous en semble extrêmement responsable. Je vais pas tout vous dire, mais je vais vous donner un chiffre qui est moins connu parce que je l'ai fait calculer par mes ingénieurs, béton. Quand on fait un bâtiment en béton armé, pour 1 mètre carré de béton, pour 1 mètre carré de ce bâtiment, il faut 800 kilos de béton armé. Et comme 1 tonne de béton armé émet 1 tonne de CO2, 1 mètre carré d'un bâtiment en béton armé émet 800 kilos de CO2. Et aujourd'hui, on va couler 300 mètres carrés. Voilà. Vous imaginez qu'est-ce que c'est que le réveil quand on se dit ça, quoi. Donc voilà. Et puis, voilà. Chaque année, les morts liées à la pollution, c'est 8,8 millions de gens dans le monde entier, quoi. Et là, il n'y a pas de vaccin pour ça. Et ça tue plus que les pandémies et que les guerres. Voilà, je ne vais pas vous dire tous les autres, mais on sait que tous nos choix sont géopolitiques. Toutes les décisions que nous prenons renvoient à la maîtrise des énergies qui sont toutes l'objet de guerre aujourd'hui. Et on en a des nouvelles, évidemment, chaque jour. Et donc, face à ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Soit on part en courant, soit on assume la responsabilité. On comprend la responsabilité, on l'assume et on décide de faire autre chose. Donc, Dominique, je sais plus où elle est. Dominique, elle est quelque part par là. Donc avec Alain et avec Dominique, en 2017, on écrit le manifeste pour la frugalité heureuse et créative. Une fois qu'on l'a écrit, on dit, allez, on va attendre janvier 2018 et les bonnes décisions de début de l'année pour le rendre public. On l'a rendu public et on a été débordé par le succès de cette histoire. On a choisi frugalité et pas sobriété. On aurait pu choisir sobriété, puisque finalement, Ivan Illich parle de sobriété volontaire, Pierre Rabhi de sobriété heureuse, et nos amis les négawatts de sobriété énergétique. Donc, on aurait pu faire ça. Donc, on l'a pas fait, parce qu'il y avait à l'horizon de la sobriété quelque chose qui nous semblait impossible de garder pour fabriquer un récit d'avenir. On le voit bien, la sobriété aujourd'hui, c'est une injonction. Il faut moins consommer, il faut moins émettre. On fabrique pas un récit d'avenir sur une injonction. Je pense que si on vous avait dit, allez, il faut que vous consommiez moins, vous serez peut-être pas là, quoi. Alors que finalement, nous rassembler autour de la frugalité, qui est voilà, ça n'est pas la sobriété. La frugalité, ça vient du latin fruit. Frux frugis, c'est le fruit. La frugalité, c'est la récolte du fruit. Et la récolte du fruit est fructueuse, c'est la même origine quand elle blesse pas la terre et qu'elle rassasie ceux qui la font, quand elle contente ceux qui la font. Et en fait, la frugalité, c'est la bonne récolte des fruits de la terre, c'est la juste récolte des fruits de la terre. Et sur cette base-là, d'une relation rassérénée à la terre, on peut construire un récit d'avenir, non? En tout cas, c'est ce que l'on s'est dit tous les trois et ce que sans doute vous partagez avec nous aujourd'hui. Le manifeste est devenu un manifeste international. Le manifeste est devenu un mouvement. Le mouvement est devenu un mouvement international. Le texte a été traduit dans plusieurs langues, quasiment dans toutes les langues germano-latines. Là, c'est pas compliqué. Pour traduire frugalité ou frugalita, il y a le mot qui convient. Quand vous n'êtes pas dans les langues germano-latines, il n'y a pas la traduction. Quand vous le faites en chinois, en turc, il n'y a pas. Donc les traducteurs qui ont fait ce travail-là ont choisi la notion de la juste récolte pour parler de la frugalité. Alors, il y a 4 frugalités qui sont portées par le manifeste. La frugalité en ressources, c'est celle dont on va parler en fait le plus ce soir, donc je vais pas rentrer là-dedans. La réhabilitation, c'est quand même le premier emploi le plus important, quoi, le bâtiment qui est là. Et donc voilà, ici, on réhabilite, on réemploie, on réutilise, on fait en sorte qu'il y ait une possibilité d'évolution des usages, etc., etc. Frugalité en ressources, frugalité en technologie. Donc on arrête par exemple de climatiser. La ventilation naturelle, c'est très très bien quand même, ça marche impeccablement bien. Avec une bonne conception bioclimatique, on y arrive à tout, quoi, dans tous les cas. Et donc on essaie de ne plus utiliser de techniques complexes, de high tech, mais on essaie d'utiliser essentiellement des low tech, mais de manière juste. Et donc ce qu'on souhaite nous, c'est la right tech, c'est-à-dire la technique juste, la bonne technique utilisée au bon propos, avec la bonne matière, en bonne quantité et dans l'économie locale. La troisième frugalité, c'est la frugalité en énergie. Donc déjà, avec le bioclimatique, on y arrivait, mais finalement, si on récoltait ce que le soleil nous apporte tous les jours, si on récoltait à la fois les vents, si on récoltait les lumières, si on récoltait les énergies naturelles, on aurait cette frugalité simple. Et donc voilà, des bâtiments qui peuvent être absolument
autonomes en énergie, c'est quand même tellement facile à faire quand on essaie de les rendre compatibles avec leur environnement. Et puis une frugalité en territoire, comme ce projet d'il y a 20 ans, de 2 casernes qui sont devenues des espaces publics. On a gardé 70% des bâtiments militaires. Tous les murs de pierre qui ont été déconstruits ont été réutilisés sur place. Et on a planté des milliers d'arbres pour faire un boisement et apporter à cet endroit qui était sec pour les évolutions militaires, on y a apporté une qualité environnementale forte. Donc voilà, les 4 frugalités sont celles-là. Sur cette base-là, aujourd'hui, alors j'ai relevé ça tout à l'heure sur le site où nous sommes 15 829. Vous voyez que plus les points sont sombres, plus il y a de signataires. Donc bien sûr, dans les métropoles, que ce soit Paris, Bordeaux, Lyon, Nantes, il y a plus de 500 signataires, mais regardez bien, il y a des territoires où le nombre de signataires est très important. Le second pays à avoir le plus signé, c'est la Belgique, et j'en reparlerai tout à l'heure, et vous voyez les autres signataires qui viennent d'autres endroits. Voilà à peu près la répartition en nombre de signataires. Donc en bleu, ce sont les architectes. Donc là, vous avez grosso modo 36% d'architectes. Ça fait à peu près 6000 architectes, enfin un peu moins. Ça fait quand même un petit paquet, hein, quand même d'architectes. Et après, regardez bien, le bleu clair, c'est la société civile. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ne sont pas des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre ou des bâtisseurs traditionnels, mais qui nous disent qu'on a raison de faire ce travail-là sur notre manière d'agir et notre manière d'aménager l'établissement humain. Depuis Lens, nous nous appelons des glaneurs, c'est-à-dire qu'il fallait que nous trouvions un nom et en fait, glaner ce qui nous reste après la période moderne, ça renvoie à un droit légitime et plutôt bienveillant de partage de ce qui reste après la récolte. Et c'est la récolte, enfin, c'est ce qui reste après le modernisme qui a tellement ravagé notre planète et notre humanité que nous faisons avec ce qui reste du mieux que nous pouvons. Et en tout cas, c'est notre travail. Quand on se réunit, on est comme ça, comme ce soir. Il y a plus de femmes que d'hommes dans le mouvement. Alors, je sais pas comment ça a évolué cette année, mais enfin, c'est un petit jeu que Dominique fait en général. D'ailleurs, le premier soir, il dit les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Vous êtes de Paris, vous êtes d'ailleurs. Enfin, des jeux comme ça pour ça, d'où on est et qui on est. Et donc, nos réunions sont toujours aussi heureuses et aussi riches d'échanges, comme ce que vous allez voir tout à l'heure. C'est l'objet à la fois d'amusement aussi et de dessin qui nous arrive comme ça de gens qui nous ravissent de jolis dessins. Voilà, il y a ceux de Lux Koiten, bien sûr, et aussi de notre ami Yves Perret. Et puis voilà, les rencontres sont des moments extrêmement forts. Chaque année, ce moment-ci, c'est un moment décisif sur la façon dont le mouvement va vivre l'année qui suit. Et donc vous avez ici les couvertures des 3 premières rencontres et l'attente de la 4e couverture qui va venir. C'est un vrai travail pour ceux qui font les actes, et je ne sais pas qui va faire les 4e, mais en tout cas, je les remercie beaucoup déjà. Et alors, si vous rencontrez un de ces visages-là, soyez très gentils avec eux, s'il vous plaît. C'est le groupe de pilotage de l'association. Voilà, c'est ça. Et donc, comme vous le voyez, c'est un groupe qui est très dans la diversité, hein, enfin, et dans la parité, et dans les âges. Je pense qu'on a à peu près tous les âges, depuis 20 ans jusqu'à 70 ans. Donc, on en est là. Et c'est tellement heureux quand on se retrouve. Hein. C'est pas pour rire que je dis ça. Enfin bref, je sais pas vous dire tout ce que je pense d'eux. Et puis, non, je pense que du bien, vraiment. Quoi. Alors, parmi les travaux qui sont menés par l'association, il y a un travail sur la cartographie. Il y a Aude qui est là. Bonjour Aude. Aude gère le fait qu'il y a une cartographie très vivante qui permet d'avoir les ressources naturelles et les ressources physiques et les ressources humaines sur l'ensemble du territoire. Donc, si un jour vous êtes amené à travailler, par exemple, du côté de Nancy, parce qu'il y a une très belle carte qui a été faite par les gens de l'Est, vous avez beaucoup d'informations sur les possibles ressources. Et comme on aime bien les ressources biosourcées, géosourcées et de réemploi, nous avons lancé une pétition au début de l'année pour la baisse de la TVA sur les matériaux biosourcés, géosourcés et de réemploi. Aujourd'hui, là, juste il y a 1 heure, il y avait 12 610 signataires. Le texte est remonté à Béchu et à Panier-Runager. J'oublie toujours son nom, c'est pas gentil. Donc ça remonte en fait à l'État pour qu'on change l'idée, c'est pourquoi est-ce que les matériaux les moins vertueux coûtent pas cher.
et pourquoi les matériaux vertueux coûtent encore plus cher. Alors, s'il fallait un slogan, ce serait quand même bien que le durable soit au prix du jetable, et que l'on n'ait plus à faire le choix du moins cher, puisque finalement les matériaux qui auraient des TVA baissés pourraient être comparés à ceux qui ne l'ont, enfin à ceux dont la production industrielle est basse. Déjà, l'énergie renouvelable est moins chère que l'énergie d'origine carbonée. Hein. Enfin, vous savez ça quand même. Hein, Alors, le mouvement continue son travail. Nous avons produit il y a 2 ans cet ouvrage qui s'appelle Commune frugale, la révolution du ménagement. À l'heure actuelle, il y a un autre livre qui est en cours. Et quand je dis on, excuse-moi de dire on et pas je, là, mais est-ce que c'est collectif, quoi. 80 contributeurs, 10 rédacteurs, un livre qui sort et un livre qui pose des bases très claires. On s'engage, on n'administre plus, on contente, on ne consomme plus, on réhabilite, on ne construit plus, peut-être. On se pose toujours la question, et en tout cas, il faut toujours réhabiliter, et surtout, on arrête d'aménager, on ménage, on prend soin de ce qui est déjà là, c'est-à-dire à la fois de la terre et de ceux qui l'habitent. Tout ce travail-là amène à fabriquer des politiques publiques, comme le label bâtiment frugal bordelais. Il y a des Bordelais dans l'assistance et pourront peut-être en témoigner à un moment donné de l'évolution du label bâtiment frugal bordelais, qui est un label qui a été porté par la municipalité avec les promoteurs de Nouvelle-Aquitaine. C'est l'objet d'exposition. Et le mouvement est lié, parce que historiquement, il y a une des origines du mouvement est très liée à l'ICEB, l'Institut de construction environnementale du bâtiment, et aussi au OFF du DD. J'espère que vous connaissez le OFF du DD. Hein. Donc ça fait maintenant 12 ans à peu près, enfin depuis 2012, que tous les 2 ans, il y a un événement qui rassemble des projets qui montrent que l'on peut faire autrement, que c'est pas une utopie, quoi. Tout ce dont nous parlons ici, et on le sait bien parce que nous sommes tous des acteurs, c'est pas un truc qu'on pourrait peut-être faire en 2030, quoi. On sait qu'on fait ça depuis longtemps. Et donc on le fait, on le montre. L'expo qui est là, c'est pas celle du OFF? Non, peut-être pas. En tout cas, il y a une exposition du OFF du DD qui fait le tour, qui est en Belgique en ce moment, qui est en Belgique. Voilà, ça c'est une exposition qui montre les 10 années. Et donc le mouvement produit aussi des livres qui sont attachés bien sûr au contexte, puisque être attentif et ménager un contexte, c'est s'attacher à ce contexte. C'est pas arrêter d'avoir des réponses génériques. Et donc voilà, il y a une collection de livres magnifiques qui est sortie, donc un sur Auvergne-Rhône-Alpes. Et Auvergne-Rhône-Alpes a choisi de faire un livre sur les réhabilitations, ce qui était une position tout à fait claire. Et un autre livre sur le Grand Est, un autre sur le Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'Occitanie, les Hauts-de-France. Il y en a un qui est en cours sur Aquitaine, et il y en a un autre, je ne sais plus où, hein, la Bretagne, c'est 4. Le groupe belge, c'est un groupe qui renaît et qui est extrêmement vivant. Et là, en fait, le groupe en Belgique peut être un groupe très fort, puisqu'en fait, la proximité avec les instances européennes nous donne la possibilité d'avoir des liens directs et une action et une présence locale. Et l'exposition du OFF du DD est à Tournai, enfin, à l'heure actuelle. Le OFF, parce que, en fait, la situation de notre mouvement, la situation internationale de notre mouvement existe. Donc, la Belgique dont je parle ici, mais vous avez une image juste à côté on a parlé de la frugalité heureuse et créative à Copenhague pour l'union, à l'occasion de l'Union internationale des architectes. Pardon. Avec ce manifeste, il y a des cadres qu'on va vous montrer tout à l'heure qui présentent ce manifeste-là, To Build or Not to Build, qui a été considéré par ceux qui mettaient en avant cette présentation de manifeste à Copenhague comme celui qui était le plus intéressant pour eux. Donc, ils l'ont écrit, donc je peux le redire. Et puisqu'on parle de reuse, la frugalité est à l'heure actuelle en Autriche. Et alors nous avons envoyé notre envoyé spécial Raphaël Poschitz, qui est quelque part. Raphaël nous a ramené des images de l'exposition sur le réemploi à l'Institut d'architecture de Dornbirn, donc du Vorarlberg, où vous voyez que l'enjeu c'est bien le réemploi et que ce que notre mouvement représente est là. Et récemment, nous avons rencontré un mouvement qui est né avec chez les anglo-saxons, ça s'appelle ACAN, Architects Can, et qui s'engage aussi sur des voies qui sont proches des nôtres. Et il y a une complémentarité certainement à avoir entre ACAN et la frugalité heureuse et créative. Je termine très bientôt. Je vais juste vous donner 2 nouvelles.
Edgar Morin, quand il a signé le manifeste, parce qu'il y a de magnifiques signatures qui sont arrivées sur ce manifeste très tôt, quand Edgar Morin a signé ce manifeste, il a pas juste donné son nom en disant c'est bon, vous avez mon nom, maintenant vous êtes content. Edgar Morin met un petit mot. Et donc Edgar Morin dit, dans toutes les civilisations qui se sont intéressées à la frugalité et à la sobriété, il y a toujours eu de grandes fêtes. Alors, on l'a pris au mot. Et je ne sais pas si vous avez lu les textes d'Edgar Morin sur le soleil. Mais donc on a créé une fête du soleil il y a 2 ans, il y a 3 ans maintenant, et puis on l'a rendu un peu international maintenant. Donc si vous voulez faire la fête du soleil, il y a tout sur le site de la frugalité heureuse et créative. Il y a toutes ces affichettes que vous pouvez réutiliser, et simplement le 20 juin au soir, ou peut-être pas au soir ou au matin, célébrer le soleil avec ces petites affiches et ce joli soleil tendre. Alors, ça c'est le dernier truc de la journée, là. On va dire même de la semaine. Vous connaissez le site d'information architecturale qui s'appelle Chronique d'architecture. C'est pas tout à fait le site, on va dire, frugalo-compatible, ou enfin, en tout cas, c'est pas celui où on parle le plus de nous avec des mots gentils, quoi. Et toutes les semaines, ils lancent une pétition. Et cette semaine, ils ont lancé cette pétition. Donc ça, c'est un capture d'écran qui a 2 heures. Hein. Et donc ça part du mardi au mardi. Selon vous, face aux défis climatiques planétaires, le meilleur recours est la technologie, la frugalité, la résilience, le sauve qui peut. Et donc les lecteurs de Chronique d'architecture disent que face aux défis climatiques, le meilleur recours est la frugalité. Ça nous donne une sacrée responsabilité. Hein. On peut pas échouer. Merci. Pierre Belléris va prendre la parole maintenant. Merci de l'accueillir chaleureusement. Donc Pierre Belléris, je suis architecte, enseignant à l'école d'architecture de Grenoble. J'étais enseignant, je suis à la retraite depuis 1 an, retraité heureux, chercheur également, et puis par ailleurs depuis toujours praticien du réemploi, glaneur, récupérateur, réutilisateur de plein de choses. En amateur, essentiellement en amateur depuis de très très longues années, depuis toujours pratiquement. Dans le amateurisme au professionnalisme, alors il y a un pas, et dans le cadre de mon travail de chercheur, j'ai eu l'occasion de me pencher sur la question du réemploi avec une vision, avec un angle plus professionnalisant. C'est pas un très beau terme, mais bon. En tout cas, en essayant justement de voir comment on pouvait changer d'échelle dans cette pratique du réemploi, dans cette mise en œuvre d'éléments de récupération à partir de bâtiments qui ont été démolis, qui ont disparu. Alors, premier problème, première question, le réemploi se fonde sur la destruction, sur la démolition, sur la disparition de certains bâtiments. Dans le travail de recherche que je faisais, il y avait beaucoup d'historiens, d'amateurs du patrimoine, et puis on était, avec l'équipe avec laquelle j'ai travaillé, on était un peu regardés comme des charognards, des vautours, ceux qui s'intéressent à ce qui reste quand il reste plus grand chose. Malgré tout, il reste encore des choses, et ça vaut la peine de s'intéresser à ces restes et d'en faire quelque chose. C'est la question qu'on s'est posée. N'empêche, comme préalable, effectivement, ici on est dans le cadre de la frugalité heureuse, on parle de tous les possibles et imaginables, restaurer, révisiter, réparer, reconvertir, restructurer, etc. Bon, ça fait longtemps qu'on devrait être dans cette logique des ça fait longtemps que certains y sont. Moi, ça fait plusieurs décennies que je plaide un petit peu pour notamment pour la réhabilitation. Le meilleur des bâtiments, sera celui, bien sûr, qu'on n'aura jamais à démolir, à déconstruire, à faire disparaître. Parfois, le meilleur des bâtiments est celui qu'on n'a pas à construire parce qu'il existe déjà et qu'on peut réutiliser ce qui existe déjà. Alors, il s'agit pas de réemployer. Moi, en tant qu'universitaire, je suis un peu à cheval sur le langage. Je ferai attention au mot réemploi, pas le mettre à toutes les sauces. Réutiliser, réhabiliter, reconvertir plutôt. Et le réemploi, effectivement, n'arrive que lorsque le bâtiment a disparu.
Avant ça, quand même, effectivement, comme préalable, il faut se poser la question de ne pas démolir, tout simplement. On tient à ce préalable, on tenait effectivement très fortement à ce préalable-là. Il y a un déficit d'études, il y a un déficit de réflexion, il y a souvent un déficit de décision aussi, et il y a des temporalités qui font qu'on pousse à la démolition sans que ce soit vraiment bien réfléchi, sans que ce soit un choix parfaitement rationnel, notamment sur le plan économique, sur le plan technique, sur le plan social, sur le plan symbolique, etc., bien sûr. Donc c'est la première réflexion qu'il faut se poser. C'est un appel à utiliser une matière qui est pas donnée, qui peut être chère, qui peut être coûteuse, mais qui est limitée. C'est la matière grise, c'est l'imagination, c'est l'intelligence. C'est d'abord réfléchir avant de, notamment par exemple, démolir. Alors malgré tout, lorsqu'un édifice est destiné est réduit en pièces détachées, qu'est-ce que l'on peut en faire? C'est la question qu'on s'est posée dans ce cadre de recherche. Par rapport au recyclage, le réemploi permet de conserver des valeurs résidentes, des valeurs qui sont contenues à l'intérieur des éléments qu'on va réemployer. La construction n'est pas réduite à l'état de matière. On essaie de réduire le degré de... Ça siffle un petit peu. On essaie de réduire les consommations, les opérations de transformation. On cherche à réduire les déplacements. On cherche à réduire la consommation de ressources et d'énergie. On cherche à réduire également les impacts environnementaux. Ça, c'est la supériorité, si je peux dire, du réemploi par rapport au recyclage, même si, dans les faits, actuellement, le réemploi ne représente qu'une toute petite partie de la destinée des bâtiments qui sont démolis. On arrive aujourd'hui à atteindre des objectifs de recyclage qui sont assez élevés, mais il n'y a pas d'objectifs chiffrés, et effectivement, ils sont extrêmement difficiles à chiffrer dans le domaine du réemploi. En revanche, oui, on va essayer de mettre en évidence des valeurs à travers le réemploi, valeurs d'usage. Des éléments sont-ils encore fonctionnels? Peuvent-ils encore servir, tout simplement? Des valeurs techniques, technico-économiques, les deux notions sont toujours très étroitement liées. Des valeurs environnementales, mais aussi des valeurs culturelles et symboliques. C'est ce que le réemploi permet de faire par rapport au recyclage notamment. Comment organiser alors comment qualifier ça? Un écosystème, un système de production? Moi, j'aime bien employer le terme de chaîne de production, de réemploi. Comment organiser cette chaîne? Pour l'instant, c'est pas encore vraiment une chaîne. Si on voulait faire une petite remarque un petit peu rapide, on se dit, pour l'instant, il y a que des maillons faibles dans cette chaîne-là. Mais précisément, c'est en identifiant les maillons, c'est en identifiant toutes les étapes, tous les acteurs de cette chaîne de production que l'on peut travailler. Ça demande du boulot, hein, c'est pas gagné d'avance, mais que l'on peut travailler à conforter, consolider, développer la chaîne du réemploi. Avec une succession d'opérations. Première opération, les diagnostics, les études. Ensuite, la mise en circulation des ressources. Ça, c'est notamment le rôle d'une plateforme comme Enfer Réemploi à Chambéry. La conception intégrative, la conception intégrant la conception architecturale. Mais il n'y a pas que les architectes qui sont concernés par la conception. La conception intégrative qui permet justement d'intégrer ces éléments de réemploi. Et la réalisation avec des constructeurs, des entrepreneurs, des artisans qui soient capables de tirer parti et de respecter au mieux ces différents éléments. L'enjeu, c'est une massification et une professionnalisation du réemploi, au-delà des niches et des expériences isolées. Je n'ai rien contre l'amateurisme, mais je revendique personnellement un certain amateurisme dans certains domaines. C'est parfois aussi confortable et ça donne des latitudes, des marges de création qui sont bien plus élevées que de vouloir passer professionnel, entre guillemets. Mais quand même, si on veut justement atteindre une certaine masse critique, si on veut contribuer à changer le système de production dans son ensemble, il faut effectivement viser une massification et une professionnalisation de ces filières. C'est tout un système de production qui est à organiser. Ce sont des opérations techniques, ce sont également des
méthodes des filières à développer, ce sont aussi beaucoup d'acteurs qui sont concernés par ce système ou cette chaîne de production de réemploi. Parmi les acteurs, les maîtres d'ouvrage. Alors les maîtres d'ouvrage sont à la fois les premiers fournisseurs, ceux qui peuvent proposer des gisements pour les éléments de réemploi, et sont en même temps à l'origine de la décision de construire ou de réhabiliter des bâtiments et de prescrire. Les maîtres d'ouvrage sont à la fois possesseurs de gisements et prescripteurs dans ce domaine-là. Les entreprises de démolition qui sont de plus en plus nombreuses à s'impliquer dans cette idée du réemploi, parce qu'elles se rendent compte qu'elles y trouvent leur compte, parce que il y a des entrepreneurs qui sont particulièrement motivés, parce qu'ils y trouvent aussi une manière de faire valoir des savoir-faire qui ont été parfois un petit peu oubliés, parfois un petit peu écrasés par la commande de masse, mais qui n'attendent qu'à être réveillés, tout simplement, qu'à être sollicités. Les fournisseurs, les plateformes numériques ou physiques, généralistes, spécialisées, globales ou locales. Alors, c'est ce chaînon de la fourniture est extrêmement important. Comment mettre en relation le plus tôt possible, souvent, des fournisseurs d'éléments de réemploi et des utilisateurs, des prescripteurs, des maîtres d'ouvrage, des architectes, des concepteurs aussi, qui vont ensuite réutiliser ces éléments, les remettre dans des situations complètement nouvelles. Et puis ensuite, les acteurs, et puis, précédente. Oui, et puis ensuite, alors j'ai mis les bureaux d'études, mais les bureaux d'études en amont, ceux qui participent à faire du sourcing, c'est-à-dire de la recherche de correspondance entre des fournisseurs, des clients, de l'aide à la maîtrise d'ouvrage, ça c'est en amont, puis ensuite des concepteurs, et puis bien sûr, je l'ai pas marqué ici, mais à nouveau les entreprises, après les entreprises de démolition, les entreprises de remise en œuvre des éléments qui peuvent jouer un rôle très très important. Voilà, c'est un petit peu ces différentes étapes, ces différentes catégories d'acteurs que notre travail a cherché à identifier, à mettre en évidence, à mettre en valeur aussi. Quels sont les bons exemples? Alors il y a on a bien sûr tenu à présenter beaucoup de bons exemples. Il n'y a pas d'exemple qui soit parfait en la matière, il n'y a pas d'exemple qui soit parfaitement complet, qui arrive à cocher toutes les cases d'une grille multicritère, etc. On n'en est pas là, certes, mais chaque exemple a un domaine dans lequel justement il y a matière à réfléchir, il y a matière surtout à reproduire des solutions, à perfectionner des solutions, à trouver des solutions pour les développer et les perfectionner. Pour une ressource intégrant pour une conception intégrant les ressources de réemploi. Alors les valeurs à cultiver dans la conception, c'est un petit peu le thème de cette soirée. Des valeurs qui sont pas nouvelles. Pour certains, ça évoquera les années 70 peut-être, 60 ou 70, où ces valeurs étaient déjà très très présentes. Ces idées, ces concepts, si on n'a pas peur des grands mots, ces idées étaient déjà très présentes. Flexibilité, évolutivité, réversibilité, c'est ajouté à cela. Capacité à improviser, mais pour savoir improviser, il faut avoir des bases extrêmement solides, il faut avoir des connaissances très bien structurées auparavant pour se permettre d'improviser. Avec des attitudes à développer, l'attention à la conjoncture, c'est-à-dire le contexte, l'exploration des conjectures, c'est-à-dire les hypothèses, la fabrication de scénarios, la proposition de choix multiples, bien sûr, en matière de décision, et puis l'ouverture au contingent, c'est-à-dire l'imprévu. Le fait de pouvoir gérer des choses qui sont imprévues, qui sont pas toujours imprévisibles. Parfois, il faut imaginer du plan B systématiquement. Mais il faut être aussi ouvert et être capable d'intégrer cette dimension de l'imprévu. Dans cette chaîne, chaque acteur a un rôle très important à jouer. Avec cette ressource, j'ai dit dès le début, cette ressource qui est inépuisable, qui demande parfois du temps, qui demande aussi à être clairement
identifié à certaines étapes clés du processus. C'est la matière grise, c'est l'imagination. Voilà, je vous remercie. Les 3/4 des déchets sont produits par le secteur du bâtiment. Voilà, donc là on peut voir on vient de voir un exemple on va appeler ça plutôt de la réutilisation, puisque je vais prendre 2 mots de vocabulaire, qui est le réemploi. Normalement, c'est un matériau qui est réutilisé pour son même emploi. Et la réutilisation, c'est c'est la manière de dire pour un matériau qu'on surcycle, qu'on retravaille pour le réutiliser d'une autre manière. Mais souvent dans le langage, on utilise ce mot réemploi pour un peu l'ensemble. Donc Xavier Patriarche, moi je suis président de Enfin Réemploi et je suis aussi architecte. Donc vous verrez que dans ma présentation, j'ai du mal à sortir les deux de ma présentation. Je vais parler à la fois de processus de conception et à la fois de l'outil Matériothèque, qui est l'outil dont on dispose ici à Chambéry. Alors moi, je vais faire tourner les slides par notre bénévole parce que j'aime bien commander. Non. La Matériothèque est-elle un outil frugal? Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une matériothèque? Alors, la matériothèque à Chambéry, c'est avant tout un lieu de stockage, où on va stocker du matériau qui est prêt à être réemployé. Et nous, on a la chance d'avoir sur notre matériothèque un atelier bois qui nous permet de faire du recalibrage ou de la retransformation de matériaux, un peu comme on a vu dans le film, où on est capable de faire l'intégralité de ce qui a été présenté dans le film, à part la pause. Mais voilà, donc c'est un outil quand même qui est chouette, qu'on a pu monter grâce aux collectivités qui nous ont aidés. Donc il est pas loin d'ici, il y en a qui ont pu aller le visiter, ça fait 800 mètres carrés. Tournez. L'approvisionnement de cette matériothèque se fait dans ce qu'on appelle le gisement. Le gisement vient principalement est issu de déconstruction, comme l'a présenté Pierre Béliritz. Donc ce sont les déconstructions, nous on récupère cette matière, on nous la ramène. On a quand même des invendus aussi, des fins de stock de distributeurs. On est en train de travailler sur tout ce qui est fin de chantier, tout ce qui est erreur de cote, tout ce qui est surplus de matériaux en fin de chantier. Et puis on titille aussi les chutes de production. On a par exemple Fournier, qui est le fabricant de Mobalpa, qui nous amène des panneaux d'agglomérés stratifiés qu'on reçoit en fin de production. Tout ça rentre dans la matériothèque. Et on aurait pu on va dire se contenter de revendre cette matière, mais on a du coup nous estimé qu'il fallait qu'on se spécialise un peu pour avoir une qualité un peu professionnelle en sortie. Et ça, on le fait principalement sur l'élément bois, d'où l'atelier bois que vous avez vu dans la slide précédente. Ce qui nous permet de faire du recalibrage et de pouvoir fournir en fait du bois en continu. En fonction un peu importe de ce qui arrive, nous on est capable de fournir de la planche, du tasseau, du chevron, là où notre gisement par essence est disparate, donc on a du mal à avoir une tenue de catalogue continue. Donc si on veut que les gens viennent chercher régulièrement de la matière, il est important qu'on puisse avoir une matière récurrente. Et puis de l'auto-édition, parce qu'en fait, dans notre matériothèque, j'en ai pas parlé, nous on travaille aussi sur l'humain, puisqu'on est sur de l'insertion professionnelle, des gens qui sont éloignés du monde du travail, qui sont là pour réapprendre des métiers, donc les métiers de la logistique, les métiers de la vente, et bien sûr les métiers du bois. Et donc l'auto-édition nous permet de faire des petits éléments, on aurait pu faire ça, je suis très jaloux qu'on n'ait pas fait ça. Mais on fait par exemple des tables pique-nique pour des collectivités. On est capable de faire des composteurs. Voilà, on fait des petits éléments que les collectivités nous commandent en grande quantité, ce qui permet de faire tourner en fait l'atelier avec du matériau de réemploi.
Alors, la matériothèque est un outil au service du réemploi, parce qu'on l'a vu, en fait, le stockage, on va le voir, c'est un peu le nerf de la guerre, et puis c'est aussi l'élément qui rend réel le réemploi. Une fois qu'on a eu l'idée, qu'on a envie de concevoir avec, en fait, de rentrer dans une matériothèque, il y en a qui, tout d'un coup, poussent des cris parce que c'est super, puis il y en a plein qui sortent en faisant la grimace en disant « Ah, mais il y a que ça ». En fait, ça rend vraiment réel la problématique du réemploi. Il y a des très belles choses, et il y a quand même des difficultés aussi, et ça, c'est un vrai lieu d'expérimentation. Alors, le réemploi dans le processus de conception, quand on est architecte, on se retrouve avec deux choix. Souvent, on a des projets qui se situent sur des sites vierges et puis des projets qui se situent sur des sites occupés avec plus ou moins de qualité sur le site occupé. On va voir qu'on va pas trop s'attarder sur le site vierge parce que c'est pas tellement le sujet. On voit que déjà, c'est déjà un premier interdit qu'on pourrait se donner, que nous, Kayak, on s'est donné, en tout cas. Donc, on ne travaille plus que sur des sites occupés où il y a des traces de l'histoire qui nous permet effectivement de contextualiser les projets. Dans un processus de conception linéaire, quand on part d'un site vierge, on a un programme, on fait notre projet et on arrive à un projet qui ressemble à celui qui a ressemblé, enfin avec le talent des architectes. Et quand on a un site occupé, on s'en aperçoit, nous, avec la matériothèque, on commence à avoir pas mal de fournisseurs, que sont des entreprises, des architectes, des maîtres d'ouvrage qui nous appellent en disant « Ah, mais en fait, on va démolir un bâtiment, on va vous amener, est-ce qu'on peut vous amener la matière ?» Nous, avec un inventaire ressources, on trouve ça très bien. Vous pouvez nous amener la matière. Le problème, c'est que derrière, ils font leur projet comme avant. En fait, ils ont juste déblayé le terrain. Ils nous ont amené la matière, ce qui est déjà bien, parce que nous, on est contents, on a besoin de la matière pour vivre. Mais le processus derrière, souvent, il est mené en parallèle. Et le projet est exactement comme celui qui serait parti d'un site vierge. Donc ce processus, en fait, il part quand on arrive sur un site et qu'on veut faire du réemploi. Déjà, moi, je préfère quand il y a quelque chose sur le site. Et c'est déjà avec la matière qu'il y a sur le site que je vais camberger. C'est là où je vais avoir le plus grand élan de créativité et de voir qu'est-ce que je vais pouvoir conserver. La conservation, c'est toute la partie du bâtiment qu'on va garder en place. Et ça, c'est facile. Il n'y a pas de problème d'assurance, il n'y a pas de problème de... Voilà. Donc déjà, c'est la première brique à faire. En plus, ça va nous permettre de contextualiser l'architecture et d'avoir un résultat qui va forcément être moins standard dans le design final. Une fois qu'en parallèlement à cette conservation, il faut qu'on puisse monter un inventaire ressources pour voir quelle est la matière qui va être à disposition. De cette matière à disposition, il y en a une partie qu'on va pouvoir réintégrer dans le projet, peut-être en le détournant, peut-être en la réutilisant, comme on a vu ces fameuses portes, peut-être qu'il va falloir qu'on va pouvoir la retravailler. Il y aura sûrement un surplus de matière, et ce surplus de matière, on va pouvoir le réinjecter dans une matériothèque. Et c'est là où la matériothèque devient un outil intéressant, puisqu'il pallie à le fait de ce surplus de matière qu'on n'arrive pas forcément à remettre tout de suite dans un futur projet. Et cette matériothèque peut nous permettre de venir compléter ce qu'on n'avait pas dans le projet de projet. Et là, on commence à avoir une boucle, on commence à travailler avec du réemploi un peu systématiquement. Alors au début, on commence petit. Il ne faut pas se donner des objectifs quand même trop grands au début pour pouvoir réussir. On commence d'abord petit et petit à petit, on monte en compétence. Donc, on commence par un diagnostic du site. Après, on fait cet inventaire ressources. On regarde vraiment tout ce qu'on peut conserver. On essaie de faire du réemploi in situ, c'est-à-dire qu'on va essayer de conserver la matière et de la réutiliser dans notre projet architectural. Balancer le matériau inventarié résiduel plutôt dans une matériothèque et venir se servir, et puis on donne un projet qui a ce qui a l'air, mais qui va refléter la créativité du concepteur qui aura fait à base de matériaux. Je vais passer le suivant. Donc en fait, ce processus, on voyait tout à l'heure avec ce site vierge qui demande un projet final. Donc on a le processus du bas avec un site occupé où on va travailler de la matière pour arriver à un projet final. Ce qui n'empêche pas d'avoir une partie de la matériothèque qui puisse alimenter un projet neuf. Et ça sera forcément toujours de manière sporadique, parce qu'arriver dans une matériothèque, imaginez qu'une matériothèque, on va trouver la matière suffisante pour alimenter un projet exclusivement, ou trouver la quantité de matière qui nous convient, c'est déjà peine perdue. Ça sera forcément beaucoup plus petit comme élément, de tracer mon projet neuf et de venir essayer de trouver la matière dans une matériothèque.
Par contre, la Matériauthèque participe à ce projet si je suis dans un processus de création à base de réemploi depuis le début. Alors je fais une petite minute inspiration. En fait, moi j'ai été inspiré quand je me suis lancé dans cette affaire par deux studios d'architecture. Donc il y en a un qui est plutôt universitaire, qui est le Rural Studio en Alabama, à Auburn, et puis l'autre c'est Amateur Architect Studio, qui est bien connu par son fondateur qui est Wang Shu, en Chine, près de Shanghai. Ce qui m'a intéressé dans ces deux exemples, donc là j'ai un projet de Rural Studio, c'est une maison dont les murs porteurs sont faits à base de dalles de moquettes qui sont les mêmes qui sont ici. C'est ce type de moquette-là, des compilés qui refait la maison. Et Wang Shu, c'est la façade du musée de Ningbo, qui est effectivement un musée de mémoriel sur l'histoire architecturale de Chine. Ce qui m'a intéressé, c'est que tous les deux, ils partent de l'humain. Vous êtes dans un mouvement, la frugalité heureuse, le côté heureux, vous avez l'humain est au cœur de votre mouvement, et si on fait tous ces efforts pour la planète, c'est possible que tout puisse continuer à vivre. Donc ils partent de l'humain. L'humain, c'est pour les maisons qui sont construites, ce sont pour aider des gens qui sont déshérités aux États-Unis. Et Wang Shu, c'est pour retrouver la mémoire des savoir-faire qu'il y a dans ce pays, et les mémoires urbains qui sont complètement rasées en Chine, pour faire des villes que l'on connaît, ces images de tours qui s'enfilent, et l'ensemble de la tradition qui a été rasée. Et ces deux départs humains, ils se rejoignent sur le matériau, en passant du côté de Rural Studio par une créativité assez débordante, à faire des maisons avec des plaques d'autoroute, des pneus, enfin, ils n'hésitent pas ils n'ont pas la même réglementation que chez nous, c'est sûr, mais n'empêche qu'en termes de créativité, c'est très inspirant. Et puis Wang Shu qui travaille beaucoup sur les savoir-faire ancestraux. Alors pourquoi je parle de ces deux exemples-là? Parce que dans le réemploi, on va voir qu'on va remettre au goût du jour le savoir-faire de chacun, et qu'il faut remettre au goût du jour la créativité. Réinvestir les savoir-faire. À chaque fois qu'on parle de réemploi, on sort, oui, mais les assurances, oui, mais le bureau de contrôle, oui, mais voilà. Ça, c'est le gros frein qu'on se met en première barrière, en disant, de toute façon, j'y arriverai pas, j'arrête. En fait, le réemploi demande aux architectes de se réapproprier quelle est la qualité de la matière, de se réapproprier le DTU, de se dire, mais en fait, un baratage, il n'est pas forcément classe 3, il peut être classe 2, à partir du moment où il est vertical, à partir du moment où il est protégé par 2,5 fois sa hauteur et en fait, de remettre au bout du jour le cœur de notre métier, et de pouvoir que les artisans puissent à nouveau eux-mêmes certifier eux-mêmes le matériau, comme fait un bon charpentier un charpentier qui travaille sur l'architecture patrimoniale est capable de reconnaître les tuiles qui sont bonnes ou pas bonnes. En fait, c'est que chacun, à son tour de rôle, doit se réapproprier son savoir-faire. En discutant avec des bureaux de contrôle, ils nous disent, mais en fait, nous, on a aussi à évaluer le risque. Quand on vous donne notre accord, soit on se cache derrière les règlements, soit on évalue le risque ensemble. Donc, y a-t-il un risque que ça perde? Et en fait, ces bureaux de contrôle nous disent, en fait, on se réapproprie notre métier d'ingénieur quand on travaille sur le réemploi. Et ça, je trouve que c'est passionnant. On n'est pas arrivé au bout du nouveau, mais en fait, il y a vraiment à ce que les savoir-faire puissent être réinvestis. Et les bureaux d'études, j'en passe, bien sûr. Les bureaux d'études aussi, tous ces savoir-faire que beaucoup mettent dans le biosourcé, et le biosourcé ne serait jamais sorti sans cette étude des savoir-faire sur ancestraux et comment ça a été remis du jour. Et repenser de manière itérative avec un beau changement de regard. Parce qu'effectivement, quand on parle de réemploi, moi je connais dans mon entourage qui disent, mais je vais pas mettre un faux plafond usé dans une belle salle de réunion. Et bien là, tu commences mal, c'est surtout le réemploi, c'est mettre un faux plafond d'occasion dans un faux plafond 60 de salle de réunion. C'est vrai que c'est pas très glamour comme idée. En fait, il faut vraiment changer son regard sur le réemploi. C'est pour ça que j'aimais bien quand même le film qui était avant, même s'il ne parle pas de réemploi, c'est de se dire, mais il porte, mais ça peut être autre chose.
Par exemple, quand nous avons demandé de concevoir une cuisine, alors soit on se dit, bah, la cuisine, je vais aller voir la matériothèque s'il y a un plan de travail, s'il y a des portes de cuisine d'occasion et s'il y a des rayonnages. J'en trouverais pas. Si j'en trouve, c'est peut-être pas ça que je voulais. Mais on pourrait se dire, avec quoi je pourrais faire un plan de travail, avec quoi je pourrais faire une porte de placard, avec quoi je pourrais faire une crédence plutôt qu'avec du carrelage. Et tout d'un coup, ça devient bien plus intéressant. Et c'est changer son regard sur la matière, changer son regard sur qu'est-ce qu'on peut faire avec. Mais les maîtrises d'ouvrage ont aussi à changer ce regard. Parce qu'en fait, comment j'accepte de garder un bâtiment comme celui-ci alors que j'aimerais peut-être qu'au début il soit neuf. Enfin, il y a vraiment un changement de regard à porter sur la réhabilitation, sur la reconversion et sur le matériau pour le travail du réemploi. Les utilisateurs aussi, on s'aperçoit que les utilisateurs vont être éduqués. Donc on a fait un petit bâtiment, on a gardé tout simplement des murs de clôture qui étaient là, existants, et on nous a dit, on a un problème dans le parfait achèvement, ça va pas du tout, vous n'avez pas rebouché, il y a des trous, là, c'est vraiment inesthétique. C'était les trous qui servaient à la fondation de tous les murs pour mettre les échafaudages. Et en fait, on s'est dit, mince, on n'avait pas pensé que ça pouvait les gêner, mais je trouve ça magnifique d'avoir gardé la trace de l'histoire, et on s'est aperçu que l'utilisateur, lui, il avait un mur pas fini pour chez lui. Il n'avait pas ce regard. Donc il y a vraiment un changement de regard, et ça, il faut y aller petit à petit. Et c'est notre rôle à chacun de partager ce qu'on porte, mais d'une manière pédagogique, et d'essayer de ne pas braquer ce qui vient en vent, parce qu'en fait, on a besoin de tout le monde pour avancer, même et surtout de ceux qui ne croient pas. Voilà, donc en fait, cette manière itérative de travail, c'est quelle matière j'ai en face, qu'est-ce que je peux faire avec. J'aime bien cette petite image que certains ont déjà entendu 25 000 fois dire, c'est-à-dire que quand vous avez le plat du marché au restaurant à midi, et bien le cuistot, il est allé ce matin sur le marché, et bien il y avait des endives, et bien il a fait un plat avec des endives à midi. Alors que souvent en architecture, on fait d'abord notre dessin, puis après on va aller voir s'il y a des endives ou s'il y a des carottes. En fait, il faut vraiment qu'on se réapproprie cette manière de travailler, et la matériothèque est là pour pouvoir être un support et pouvoir répondre à des besoins, voire sourcer de la matière s'il y a besoin pour compléter un lot qui n'est pas assez conséquent. J'ai terminé. Alors j'ai remis cette image parce que j'ai remis les mêmes mots qu'avec le premier projet, parce que ça c'est le projet de la matériothèque, avec quelques images pour ceux qui ont pas aller, parce qu'au cœur de ce projet, c'est avant tout l'humain. Ce sont ces salariés en insertion. C'est Astrid qu'on a vu, c'est Cyril qu'on a vu ici. Et c'est tous ces gens qui, pour moi, me font triper quand je les rencontre régulièrement, et pas assez régulièrement à leur dire, effectivement, je m'en excuse pour eux. Et d'avoir, en fait, de remettre l'humain, de remettre les savoir-faire, de remettre, en fait, le matériau comme un objet de créativité. C'est vraiment ce qui fait que nous, on a chaque matin envie de connaître la suite. Voilà. Je vous remercie. Alors, on va lancer les questions. On va peut-être essayer d'être un peu organisé. Déjà, levez la main ceux qui ont des questions, s'il vous plaît. Tout le monde a faim. Il n'y a pas de questions? Ah, j'allais dire, vous avez tout compris? Ah bah allez, on y va, remploi. Vincent Schmitt, oui. Ah, ça y est, c'est bien. J'ai vu Vincent en premier. Attends, je fais un test. C'est un peu fort. Ça va? Ok. Oui, merci. On peut dire un mot aussi sur les EPFL qui, à l'échelle d'une commune, enfin d'un territoire, ont un rôle aussi pour avoir un regard sur l'évolution de certains fonciers, des zones industrielles. Et voilà, si on passe à une échelle un peu macro et sortir des particuliers, je pense que voilà, c'est un acteur central pour la démarche. Très juste, merci. En nous le micro, Vincent. Levez la main, s'il vous plaît. Oui, bonsoir.
je crois qu'il y a un potentiel qui n'a pas été évoqué et qui est très très intéressant. C'est d'élargir le sourcing à autre chose que le monde du bâtiment. Parce qu'aujourd'hui, la quasi-totalité des démarches de réemploi qu'on a vont dans les cycles que vous avez évoqués. Merci encore, c'est très clair. Je pense qu'il y a un tas de gisements, des tas d'autres domaines qui ne sont pas bâtimentaires, qui sont industriels, qui sont le monde de l'énergie, le monde des bateaux, le monde qui produisent du matériel susceptible d'être réemployé ou réutilisé. Souvent, on a un projet, on est en train de faire des façades en utilisant des morceaux de pales d'éoliennes recyclées. Du coup, réemployés, parce que c'est pas le même usage. Du coup, on a un matériau zéro, qui est extrêmement solide, tout ce qu'il peut faire, exister à des vents à 300 à l'heure, incorrodable, un machin, tout, qui est une catastrophe, parce que c'est de la résine polyester, donc ce exutoire comme ça, c'est du brûlé ou du sport. Donc, je pense qu'il faut élargir, pour sortir du monde du bâtiment, parce qu'il y a des gisements qui sont vraiment très très pertinents à exploiter en réemploi et en utilisation. Nous avons sur le Chambéry, il y a effectivement Skitech qui fait ça avec du ski. Il y en a certains qui vont souvent aller voir les galeries de bâtiments. Et l'idée, c'est d'arriver à faire de la structure avec ces skis, effectivement. Et puis Rural Studio, dont j'ai parlé tout à l'heure, a fait une chapelle avec des pare-brises de voitures, c'était magnifique. Bonsoir. Moi, ma question, en fait, c'était comment s'inscrit la question du réemploi dans l'organisation, justement, du chantier. C'est-à-dire que tout à l'heure, vous disiez qu'il faut aller voir le matériau avant de concevoir, si j'ai bien compris. Trouver le matériau avant de concevoir. Et du coup, ça me fait penser que ça change énormément l'organisation du chantier, c'est-à-dire qu'on commande, quand on commande les matériaux, enfin c'est pas le processus. Et ce que j'ai vu, le truc que j'ai vu, moi, c'est que le matériau, il reste pas, comment on le commande, enfin comment on le garde, j'ai l'impression qu'il y a ce truc-là qui n'est pas évident dans l'organisation processus institutionnel. C'est pour ça qu'en partant d'un projet existant, enfin quand on a une matière sur site, c'est plus simple, parce que le matériau, vous pouvez le déconstruire qu'à la fin. Vous n'êtes pas obligé de déconstruire le bâtiment avant de commencer votre nouveau projet. Le matériau va rester en place dans le bâtiment. Et puis après, il va falloir effectivement réserver ou aller voir dans les matériaux de texte qui existent. Par exemple, nous sommes un projet où on avait repéré des poutres qui étaient en bon état. On les a démontées nous-mêmes, parce qu'il fallait qu'on commence par un bout, et on a demandé au charpentier qu'il les stocke chez lui. Donc lui, il a pas démonté lui, c'est qu'il lui a enlevé un frein, il les a juste stockés chez lui. Après, nous on avait designé c'est un abri à voiture qu'on avait fait avec, et lui, il l'a remonté selon les plans qu'on avait vus, et on avait mis que les pièces entières, et en essayant effectivement de lui simplifier le boulot pour qu'il aille vraiment dans notre sens, et que lui, c'est la première fois qu'il faisait ça. Là où ça marche, c'est quand l'entrepreneur se prend au jeu, et il y a un moment, il lui restait quelques poutres, et il les a débitées dans la longueur, et il a continué le projet. Tout ce qu'on avait prévu, nous, en neuf, il est allé plus loin. Mais pour ça, on lui avait facilité un peu le boulot au début, et ça, c'est vrai que c'est un processus qui est complètement différent. Alors ça, j'étais sur un marché privé. C'est sûr, quand on a un marché public, c'est plus compliqué. Mais il y a déjà plein de marchés privés où on fait pas tout ça. Donc, en fait, c'est le moment, c'est arriver à trouver le bon moment, le bon keros, où on va trouver effectivement cet alignement entre une matière, de quoi la stocker, et un gisement peut-être comme on a vu dans le film, qui se retrouvait juste en face. Si je peux témoigner sur un marché public. Bon, déjà dans le marché public, il y a une nouvelle mission, qui est le diagnostic réemploi. C'est-à-dire que l'État accepte cette idée que finalement ça fait partie du travail de la maîtrise d'œuvre. Et donc dans des projets où on réemploie des éléments qui viennent des bâtiments dont on fait une déconstruction sélective, en général c'est partagé entre notre atelier et en général Tribu, qui est un de nos partenaires là, et qui est donc bureau d'études en environnement, et qui nous aide à faire des choix très sélectifs.
Et là, par exemple, pour la médiathèque James Baldwin, qui est la médiathèque du 19e arrondissement de Paris, la maison des réfugiés, là qu'on est en train de faire, on a fait une déconstruction très très sélective de l'ensemble du bâtiment qui comprenait notamment un ancien internat. On a tout gardé, l'électrique, la plomberie, les sanitaires. On a tout stocké, notamment sur le site du chantier, parce qu'on avait la chance d'avoir un site qui était un peu grand. On a tout mis on a tout rendu accessible. On a beaucoup gardé. On réemploie sur le projet, parce qu'en général, quand on déconstruit, nous, c'est pour réemployer dans notre propre projet. Et la ville de Paris ne s'y attendait pas, mais quand ils ont commencé à faire en sorte que les éléments de la déconstruction puissent être pris par ceux qui en avaient besoin, à chaque pièce, ils faisaient un document officiel. Et en fait, ils imaginaient pas que ça allait devenir un vrai travail administratif que de remettre sur le circuit public, mais pas que public, des choses qui appartenaient à la ville. Donc c'était des biens publics, et donc chaque fois, il y a quelqu'un qui écrit un document tout à fait officiel. Donc voilà, il y a plein de choses qui se réinventent finalement autour de tout ça, ce que vous expliquiez particulièrement, quoi. Oui, juste pour prolonger ce que vous avez évoqué, est-ce que là on a un peu le sentiment que le réemploi concerne plutôt le second œuvre, je peux le qualifier ainsi. Est-ce que aujourd'hui vous réfléchissez également sur ce qui relève du gros œuvre ou de la structure même des bâtiments, et même en allant encore plus loin, est-ce que vous concevez vos bâtiments en pensant que eux-mêmes pourraient être un jour réemployés? Sur le fait que nos bâtiments peuvent être réemployés, c'est la base aujourd'hui, hein. Enfin, je pense qu'on arrête de faire des bâtiments avec des voiles en béton, par exemple. Poteau-poutre, c'est quand même bien, en bois, c'est encore mieux. Enfin, quand on arrive sur un projet où il y a un bâtiment existant en béton, on le casse pas. On coule peu de béton, mais le bâtiment qui est en béton, qui est là, on l'aime bien, quoi. Franchement, hein, et si on le découpe, on garde ce qu'on découpe. Pas forcément pour refaire du gros œuvre, mais pour le réemployer dans l'aménagement de l'ensemble du projet. Et donc, je parlais de Jean Carré, enfin de James Baldwin tout à l'heure. Si vous visitez le chantier, il y a une espèce de carrière de dalles de béton très bien découpée. Et le bâtiment est devenu la carrière de son propre avenir, quoi. Et toutes ces dalles sont réutilisées par les paysagistes et mutabilistes qui travaillent avec nous pour faire de l'aménagement des espaces extérieurs, notamment, quoi. Avec la ville de Paris, on est en train de travailler sur le conservatoire du 15e arrondissement. Et il y a une problématique réemploi qu'on a développée dès le concours en 2018, qui consiste dans un premier temps, on s'est dit, il y a une autre maîtrise d'œuvre qui va travailler sur les alentours de notre bâtiment. Et ils vont déposer des centaines de mètres carrés de pavés autobloquants super moches, là, en forme de petits Space Invader. Et on s'est dit, ça, on peut les mettre en œuvre différemment, les apporter dans une nouvelle esthétique, en fait, de réemploi qui serait liée à la façon de penser la maçonnerie. Donc, tous nos pavés, 30 000 pavés, vont être remis en œuvre à la verticale et habiller tout l'auditorium une sorte de boîte à chaussures vraiment cheap. On réhabille tout, on garde le bardage vraiment fatigué derrière, et on réhabille tout ça de façon pérenne avec des trucs qu'on a trouvés par terre. Ça, normalement, c'est facile. Maintenant, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut qu'au moment où on dépose les pavés, on les mette de côté proprement et que c'est une autre maîtrise d'œuvre qui va les déposer, puis etc. Bon, c'est pas que simple. Sur ce même projet, on a un truc qui devait être plus simple. C'est 1 an après avoir démarré le projet, on a identifié une ressource, c'est des plaques de marbre qui vont être déposées d'un immeuble tertiaire, pas très loin, à 5 km de là. La ville de Paris s'est engagée à acheter le marbre. On était super contents. On a fait en sorte
de qualifier le marbre pour s'assurer qu'il allait pouvoir être posé et repartir pour une trentaine ou une cinquantaine d'années. Tout allait bien. On a trouvé un attexte du studio Lada qui était très très proche de l'usage qu'on va en faire pour avoir l'autorisation de poser du marbre de réemploi sur une structure bois. Tout allait bien. Le permis de construire pour refaire l'immeuble où on allait chercher notre marbre, c'était à Puteaux. C'est des coins un peu tendus. Le permis de construire a été attaqué. Et il s'en est suivi 2 ans à chercher, à se retrouver dans la situation que tu décrivais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on avait notre projet. À la limite, on s'en foutait un peu de savoir est-ce que ça allait être du marbre, est-ce que ça allait être une autre pierre, qu'est-ce que ça allait être. Mais pendant 2 ans, on a cherché une autre ressource qui allait pouvoir rentrer dans cette logique intellectuelle, finalement. Et puis, au bout de 2 ans, le recours a été éteint. Et il y a 15 jours, tout s'est débloqué. Touc, 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 touc. Une problématique après l'autre. Hier ou avant-hier, on a appris que les plaques de marbre se déposaient de façon très simple et qu'on va pouvoir poursuivre notre projet tel qu'on l'a imaginé il y a 2 ans, etc. Mais Ville de Paris, commande publique, plateforme de réemploi pour identifier la ressource, etc. Et à ce stade, je suis incapable de vous dire que ça va aller au bout. Mais c'est quand même une manière d'aborder l'architecture qui est vraiment extraordinaire, quoi. Alors déjà, bravo pour votre patience. Et merci. Est-ce qu'il y a encore des questions? Moi, je voudrais juste réagir sur ce que vous venez de dire. Là. Ce qui est important de savoir là-dedans, c'est que c'est plusieurs acteurs, en fait. On fait pas du réemploi tout seul dans son coin, et on s'aperçoit qu'on a à remettre en route toute une chaîne, même s'il y a plein de maillons faibles, notamment un permis de construire, c'est un maillon faible. Mais effectivement, et on s'aperçoit qu'il y a forcément de la relation, donc il y a forcément de l'humain, et ça rend vraiment intéressant les choses. Moi, je voulais intervenir parce que je suis justement, on est l'agence Studio Lada qui avons fait le petit ATEX sur cette manière de mettre donc des plaques minérales en parement sur un bâtiment bois. Donc nous, c'était avec des plaques de pierre. Et donc on revendique depuis qu'on a fait ça, depuis 4-5 ans, que cet ATEX, on est hyper content s'il peut avoir une seconde vie, s'il peut en inspirer d'autres, et puis si ça peut être aussi une démarche auprès du CSTB de valoriser un premier ATEX pour faire d'autres choses. Donc je pense que ça aussi c'est quelque chose qui a poussé et à mener dans nos démarches, c'est l'open source, c'est la recherche collaborative, et chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est pour que ça aille dans le bien commun, et ça c'est vachement bien, et je suis vraiment ému, enfin c'est vachement sympa parce qu'on en avait pas parlé, c'est chouette. Et puis autre chose, c'est peut-être aussi que sur la question du réemploi, j'ai l'impression qu'on a tous besoin de références et de modèles architecturalement très réussis. Tu montrais tout à l'heure Rural Studio et Wangshu. On a tous ces images-là en tête de choses très bien dessinées, très bien réussies. Et je pense que ce qui fera aussi prendre le virage du réemploi, c'est de multiplier les expériences très belles, et peut-être arriver aussi à faire des catalogues de recettes et de solutions de ces matériaux peut se réemployer de telle manière, de telle autre, et d'arriver finalement à massifier parce qu'on a un catalogue de solutions hyper bien fait. Alors peut-être qu'il existe déjà des choses, hein, je suis pas non plus un grand spécialiste du réemploi, mais peut-être que dans notre réseau il y a peut-être des choses à faire, et c'est peut-être aussi un travail apporté par la frugalité heureuse, c'est peut-être avoir un grand manuel technique et avec des solutions efficaces pour ça. Mais enfin, je pense qu'il faut être très attentif à la qualité architecturale pour motiver les gens à sauver leurs ressources et d'autres à le mettre en œuvre. Voilà. Je vais me permettre de compléter. Julie Ergotte, architecte dans l'Ain. Je ne sais, j'étais au fond, donc j'ai pas vu qui a posé la question sur la structure. Mais nous, on a un projet actuellement de réemploi où on le met en seconde œuvre, en finition et en structure. Donc il y a une école à Caluire qui avait comme projet de s'agrandir.
donc a démonté son préau. On travaille avec Bobby Réemploi. Alors, j'ai pas identifié où était Théophile, mais il est dans l'assemblée. Donc, on a Bobby Réemploi qui identifie des gisements. On a Alpe Control qui a un pass réemploi qui, du coup, valide la caractérisation de Bobby Réemploi et qui fait que l'assureur va nous suivre sur l'usage de ces matériaux. Et donc, il y a ce préau d'école qui a été déconstruit. Et donc, on a récupéré les éléments, on les a analysés avec notre charpentier qui a dit, OK, donc ça, on peut les récupérer pour l'escalier, pour les poteaux, les solives des couloirs, etc. Et tout ce qu'on déqualifie au niveau structurel, on l'utilise pour fermer le local de roue, pour faire les traverses du trou sur le parking, etc. Et donc, on commence par le mettre en structure. Et ce qu'on ne peut pas mettre en structure, on va quand même l'utiliser dans un autre usage. Voilà, c'était juste pour amener cet exemple de structurel réemploi. Merci. On va conclure ici si vous êtes OK. Alors, restez encore 2 minutes. Déjà, vous avez remarqué que l'acoustique